Préambule. Si le théâtre, c'est d'abord l'action de regarder, le grec, cela implique principalement l'action de regarder celui qui parle, celui qui propose l'énigme du texte. C'est donc en première instance de l'écouter, et mieux encore de l'entendre. Là, il n'y a plus de spectateurs, mais simplement du public. Nous passons ainsi de la sphère privée à la sphère collective au théâtre. Le spectacle, cinéma ou spectacle, convie à un état de spectateur, de soumission, de passivité. Le théâtre, lui, convoque à une activité, action de participation à la conquête d'un sens personnel, à extraire de cette profusion de sens que recèle une œuvre. Opération de déchiffrage dans et par la problématique du texte lui-même. Donc, c'est alors que se révèle le cheminement de la recherche des intentions et la machinerie des formes de la transmission. C'est ici que se manifeste le travail du défrichage, le temps des répétitions dans l'espace de la scène. C'est à ce processus de translation scénique que ces digressions vous invitent. Il ne reste qu'à oser envahir cet empire du sens par l'emprise des formes. Prologue. Le prologue chez les Grecs, de nos jours, on pourrait s'en passer. On peut même le couper à la représentation. Pourquoi? Parce qu'il figure dans le programme. Bon, Gutenberg n'était pas encore passé là, les Grecs n'avaient pas encore les moyens de transmission que nous connaissons, donc il fallait bien trouver le moyen de communiquer avant le spectacle quelque chose au public, quelque chose qui l'inciterait à prendre le spectacle à son compte et à comprendre le spectacle dans le conte. Cette question, elle est fondamentale. Maintenant, on peut s'en passer. Néanmoins, je vais vous en infliger un. Je vais tenter d'expliquer ce que c'est que digression. On m'a souvent posé la question, qu'est-ce qu'une digression? Alors là, je vais faire un petit historique. On m'a demandé de clore la session de direction que mon ami Philippe Lucher avait entreprise dans ce théâtre, et il m'a proposé de monter Dialogue d'exilé de Brecht, pièce que j'adore, mais qui me paraissait peu conforme à la fin d'un cycle théâtral. Alors je lui proposais en contrepartie de monter une pièce de même type, car le modèle est là, c'est les Dialogues d'exilé, mais qui tournerait autour de la question de la représentation et du théâtre. Ce texte, je l'ai écrit assez rapidement pour les besoins de la cause. C'est donc pas une pièce de théâtre que vous allez voir, mais une pièce de langage, une pièce de parole. Et qui comprend elle-même beaucoup de digressions, car en effet, en relisant le théâtre et en travaillant cette chose étrange, je me suis rendu compte que le théâtre était un art digressif, par définition. Vous prenez Tchekhov, Astrov a ses problèmes existentiels, et tout d'un coup, il parle d'un rêve qu'il fait sur les arbres. Il digresse, sans doute pour échapper à quelque chose, car la digression est toujours inscrite dans l'échappatoire. On échappe à une pression de tension, une pression de situation, de position, et à partir de là, on dérive. Cette dérive me paraît importante à signaler dans tous les théâtres. On la retrouve chez Shakespeare, on la retrouve chez Molière, on la retrouve chez Corneille, Racine, on la retrouve chez Brecht, bien sûr, on la retrouve à tout bout de champ dans le théâtre. Donc, en écrivant entre deux, ou la permutation, j'ai voulu faire une pièce digressive, qui elle-même comprend énormément de digressions. Mais moi, je vais les redoubler ce soir,
par d'autres digressions. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Et donc, on va travailler autour de ça. Qu'est-ce que la digression? C'est une superposition. Vous avez la position, qu'on appelle la situation généralement au théâtre, mais la position des personnages, des actions, et vous avez une façon détournée d'y échapper, qui est justement la digression, ce que Deleuze appelle la superposition. Système. Le système de la digression, finalement, j'ai essayé de le retrouver, et je suis allé au plus simple, dans le dictionnaire de poétique et de rhétorique d'Henri Monnier. Je lis, mais je ne cite pas tout, hein, une partie seulement, ce qui nous intéresse. Digression, partie du discours où l'auteur s'éloigne du sujet pour narrer une anecdote, un souvenir, dépeindre un paysage, un objet d'art, etc. et leur donner un développement inattendu. C'est une histoire en marge de l'histoire. Dans le vocabulaire du cinéma, on se sert du mot anglais, suspense, qui a exactement la même valeur en ce qui concerne l'interruption concertée de l'action principale. Je prends un exemple. Au-delà de Godard, qui est un cinéma entièrement de digression. Mais prenons Hitchcock, puisque c'est quand même le maître du suspense. Par exemple, vous avez une femme terrorisée. Elle attend un assassin dans sa chambre. Oh, elle a peur. Ouh là 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 là. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, qui est formidable? La porte s'entrouvre. Un rayon de lumière passe. Là, pour nous dans la salle, c'est le comble de l'émotion. Et un petit chat passe et va laper une écuelle de lait. Vous avez là une digression. C'est peut-être la plus simple, la plus évidente. C'est un moyen, effectivement, d'échapper au contenu principal de l'œuvre. À partir de là, on va peut-être essayer de voir qu'il y a tout texte est traversé au minimum par deux tensions digressives. Un, le retour arrière, le flashback, ou alors pour ceux qui sont spécialistes de texte, plutôt on appelle ça l'analyse. C'est-à-dire mémoire, souvenir, réminiscence, le passé. Et le détour avant, le flash forward, qu'on trouve alors surtout au cinéma, mais également au théâtre, et qui est appelé en matière de texte le prolepse, c'est-à-dire le projet, le rêve, le fantasme, l'oracle, le futur. Or, ces deux systèmes vont corriger la dictature du moment, la dictature du présent. Il est à remarquer que dans les pièces modernes, on est presque toujours au présent. Dans les pièces dites modernes, on est presque toujours au présent, c'est-à-dire qu'on évite les digressions. Hein? On essaye d'aller à l'essentiel, c'est-à-dire l'action, 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 c'est tout. Et alors à ce moment-là, on n'a plus de pensée, on n'a plus juste d'ajustement des pensées. Le théâtre, c'est l'art de l'ajustement. C'est pas l'art du vrai, c'est l'art du juste. Et à partir de ce moment-là, ce qui est juste théâtralement est vrai théâtralement. Reste au spectateur, peut-être, s'il veut bien faire l'effort, de traduire ça pour l'utiliser dans sa vie présente. Mais le théâtre joue de cette fonction double, qui est extrêmement importante. On peut dire aussi que le théâtre développe deux positions agressives. Donc il y a la digression d'un côté et l'agression de l'autre. Ces deux positions digressives, c'est assez intéressant de voir comment ça fonctionne. C'est vouloir représenter le monde ou représenter le vouloir du monde. C'est pas la même chose. Bon, la citation à Schopenhauer, le monde comme volonté, comme représentation est évidente, mais après tout, tous les gens de théâtre depuis Schopenhauer l'utilisent. Tout le monde. Pirandello le premier, qui a même fait une thèse là-dessus.
Donc cette question-là, elle est importante, c'est-à-dire, vouloir représenter le monde, c'est faire un acte de soumission à un pseudo-réalisme, ou à un naturalisme évident. On veut représenter les choses telles qu'elles sont dans la vie. Vous me direz sûrement pourquoi aller au théâtre, puisqu'on les a dans la vie. C'est pas la peine de se casser la nénette, acheter une place, louer, etc., pour aller voir ce qu'on voit dans la vie. L'autre théâtre, le théâtre épique, par définition brechtien, de nos jours, mais les Grecs l'utilisaient déjà, et les Romains, et même les classiques, hein, eh bien ce théâtre-là, c'est celui qui veut autre chose que représenter le monde, et en fait ce qu'il veut voir à travers représenter le vouloir du monde, c'est montrer quelles sont les pensées, quels sont les actes qui en surgiront et qui vont déterminer notre inscription dans la transformation du monde. Et le mot « transformer », le Wechselform de Marx, le change des formes, est un élément extrêmement important, puisque, je me souviens, Brecht disait, la forme, c'est le vecteur de la communication idéologique. C'est pas du tout le message, c'est le massage, pour reprendre le mot de McLuhan. C'est-à-dire la forme. La forme va communiquer le sens. Et Brecht ajoutait, au cours d'une réunion qu'on avait au Sarah Bernard à l'époque, du Théâtre des Nations, mieux vaut jouer une pièce de contenu réactionnaire dans une forme révolutionnaire qu'une pièce de contenu inverse. Donc vous voyez que cette question, elle est importante. Il y a deux types de théâtre. Celui qui cherche à représenter le monde comme un miroir, et puis celui qui, au contraire, nous donne, dans un double miroir, à voir comment, finalement, on peut représenter le monde. C'est cette question qui est déterminante au théâtre et qu'on va essayer de, non pas de voir aujourd'hui, mais de traverser là-dedans. Bon, l'anecdote, pour l'espace, nous sommes à une représentation qui n'en est pas une. Nous sommes à une répétition. Ce n'est pas non plus une répétition publique. Hein? On n'est pas en train de monter une pièce et on tolère que, accidentellement, par souci de propagande, publicité, on vienne ou on ouvre les portes. Non. Il s'agit de faire ensemble un travail. Vous êtes, vous, ce soir aussi, des stagiaires, vous êtes des comédiens. Vous allez avoir interprété ces rôles. Donc vous devez essayer de savoir, si possible, poursuivre quand même un discours ontologique évident, que les mecs s'intéressent plutôt aux mecs et que la femme s'intéresse plutôt à la femme. Encore que de nos jours, on essaye tout le temps de brouiller les pistes. Hein? Nous, on ne va pas les brouiller. Ça, c'est clair. Le temps de travail, on est en répétition, on peut dire, soyons justes, il y a eu deux filages, celui d'hier et celui d'avant-hier. On a travaillé sur la mise en espace, très simple. Ah oui, pourquoi là, encore une fois, il n'y a pas d'images provocatrices qui font rêver à côté de la pièce, comme dans beaucoup de théâtres contemporains. Il n'y a pas d'ajout, il n'y a pas de chiure de mouche sur le papier. Le papier est net. Le papier est net, et c'est ce papier net qu'on essaie de transmettre sur une salle nette. C'est-à-dire que c'est merveilleux. Nous sommes dans la langue de bois, en sachant que la langue de bois, c'est ce qu'il y a de plus riche, de plus varié. Le bois, dans les formes, dans les essences, dans les matières, dans la façon de l'utiliser. Hein, on peut en faire des épées en bois, mais on peut faire des jouets d'enfants, on peut faire des tas de choses avec le bois. Parler la langue de bois, c'est parler tout le savoir du monde. Métaphore fausse, donc. Pseudo-métaphore, d'ailleurs. Analogie, illusoire. La langue de bois, c'est la nôtre. Nous passons du papier, de la cellulose de bois, à la scène, aux planches du théâtre. Nous sommes dans la langue de bois. J'avais formulé ça dans un 4.1, une fois une conférence à l'université de Liège, car c'est en arpentant la scène, avec au pied nos gros rabots, que de langue de bois malsaine, en produisant une de copeaux. Vous voyez l'allusion. En plus, la langue de bois, c'est ce qu'il y a de plus riche. On la parle depuis le début.
La première fois que vous rencontrez une femme, vous lui dites « je t'aime ». C'est parfait, mais la deuxième fois, vous lui dites « je t'aime », ou vous le dites à une autre. De toute façon, vous utilisez la langue de bois, car c'est la répétition d'un prototype fixé, d'un archétype langagier fixé une fois pour toutes. Donc nous parlons heureusement la langue de bois, donc celle de la variété et du plaisir infini. Ce qu'on va voir maintenant, bon, essayons d'éviter un mot qui est à proscrire, mais alors vraiment, avec énormément de vigueur, c'est le poétiquement correct. Hein? Car en matière d'art, ça ne fonctionne pas mieux qu'en matière de politique. Donc nous ne sommes pas forcément dans le poétiquement correct. Allons-y. Ainsi, vous allez de A à B, et moi au contraire de B à A. Il serait plaisant de savoir quel destin particulier a dressé le plan de cette rencontre, ici, dans cet espace perdu, entre deux. Entre deux. Pardon? Entre deux. Car vous n'imaginez pas qu'il y a quelque chose de définitif en A. D'où je viens, je puis attester de la vacuité du lieu. Aussi est-ce précisément ce rien qui m'a fait fuir et tenter de rejoindre un espace de plein que je crois deviner en B. Voilà donc pourquoi nous sommes confrontés, dans cet endroit illégitime, entre deux douanes, à vider nos vessies surchargées avant d'engager notre transaction plus civilisée. Par exemple, vos euros contre des francs, vos conseils contre mes remarques, vos recommandations contre mes observations. Je ne sais si votre indélicatesse à évoquer nos missions respectives me rendra apte à poursuivre notre furtive conversation. Non plus qu'à engager avec vous la moindre transaction économique ou morale. À supposer d'ailleurs qu'elle soit dans les deux cas honnête. Je comprends tout à la fois votre résistance et votre suspicion, et je puis vous assurer que je n'ai fait cette proposition qu'afin de minimiser ce que notre situation peut avoir d'équivoque, voire d'indécent. Cette affirmation de votre bonne foi, je ne saurais la prendre qu'avec une certaine réticence, mais je consens à l'accepter comme un gage de votre parfaite respectabilité. Ce qu'il y a d'étrange, c'est que nous ne nous connaissions pas il y a 2 minutes et que maintenant s'est développée une certaine intimité entre nous. Pour moi, rien n'a changé. Et ce n'est pas cette simple et simultanée action de lâcher d'eau usée qui va permettre une quelconque transformation amicale de nos rapports sociaux ou affectifs. Bien au contraire. À quelques lueurs nouvelles dans votre regard, il va falloir que je dispose d'un réseau de protection renforcé et que j'instaure une méfiance nouvelle dans cette relation entre nous qui vient à peine de se manifester. Peut-être vaudrait-il mieux d'ailleurs que nous restions chacun de notre côté en évitant tout contact entre nous. Je suis tout prêt à me conformer à cette prescription restrictive, attestant ainsi de ma bonne volonté. Tout en sachant d'autre part qu'il vous sera à vous-même délicat d'y souscrire totalement, étant donné qu'il nous est impossible de définir la durée de notre séjour dans cet entre-deux, comme vous l'appelez. Le poste frontière permettant l'accès à A, comme celui menant à B, étant tous deux fermés à 7 heures. Et vraisemblablement pour toute la nuit. S'il fallait me dérober à cet engagement que je prends
de me dérober dès maintenant à tout entretien continué avec vous, cela serait, croyez-le bien, pour des raisons vitales, des motifs de survie quasiment. Et je peux bien penser que vous admettriez de revoir, en ce cas extrême, le cahier des charges de nos relations. À demain donc, cher monsieur. Ce discours aussi terriblement insomme. Et quelle intimité pour ceux qui veulent se hausser vers les spirituels. D'où vous vient ce rire si léger qu'il semble ne pas être? Ou plutôt ce sourire béat? Eh bien, je pense... Vous pensez donc je vous suis. Je suis vous dans vos pensées. J'ai vu, l'autre jour, un documentaire étonnant qui découvrait un monde tout à la fois étrange et monstrueux, celui des acariens. Et je me suis mis immédiatement à penser, justement, à penser que ce monde enfin révélé était auparavant inexistant, que son invisibilité le protégeait d'être, qu'il ne venait de s'affirmer que dans son paraître, comme une certaine présence en arrive à nier au théâtre, l'absence fondamentale de toute chose. Ce que le microscope avouait, c'est qu'il existe de l'apparaître. Vous y voyez donc la réalité du théâtre. Faire exister l'invisible, le latent. Mais il en va de même avec le télescope, où le trop grand s'ajuste à l'œil humain et permet de voir autrement le trop visible. On pourrait ainsi évoquer l'effet Galilée. Je vous devine actuellement préoccupé par la chose théâtrale. C'est donc qu'il s'agit de votre activité professionnelle ou en toute innocence amateur? J'aimerais vous préciser ici que cela ne vous regarde en rien. Mieux, que cela ne vous autorise pas à mener une enquête sur mon existence. Je ne suis pas un acarien. Mon intuition était donc fondée des femmes savantes. Ne me dites pas que votre intérêt pour ce texte, au demeurant très ancien, très vieux théâtre, ne repose pas sur un engagement dans un acte scénique. Jeu, mise en scène, décoration, que sais-je. Je fais le même constat en observant le titre de votre livre, Le Misanthrope, de ce même auteur désuet et sans doute dépassé. Donc, vous aussi, vous faites dans le théâtre. Et qui plus est, dans le théâtre classique. Ainsi nommé, je vous le ferai remarquer, non pas parce qu'il serait devenu inutile, mais simplement parce qu'il a de la classe. Bref, vous voyez donc que nous ne sommes pas tout à fait des étrangers l'un à l'autre. Un certain rapport nous connecte. Avant peut-être qu'un rapport certain nous lie ou nous relie. Encore faudrait-il découvrir quel caractère, quel personnage vous a été confié. Car le rôle, vous n'êtes pas sans le savoir, sans doute, a non seulement la réalité véridique d'un certain paraître, mais agit également sur la véritable réalité de votre apparence. Je partage entièrement votre avis sur cette question. Et pour affirmer en toute sérénité notre entente nouvelle, sachez que l'on m'a attribué le vécu de Philinte, cet honnête homme de raison et de bienséance. Je le devinais en toute évidence, il ne pouvait pas en être autrement. À votre discours emprunté, à vos affirmations saugrenues, à votre comportement encombré, je vais quant à moi tenir le rôle de Philaminte. L'excès de toute chose, le débordement insensé, la démesure affirmée. Tout contribue à nous séparer, à nous opposer, à ne fonctionner que dans un état de conflit permanent. Je crois retrouver en vous la triste attitude de mon cher mari, le sinistre Chrysale. Sans doute avez-vous vos raisons pour m'évincer de la sorte de votre territoire personnalisé, mais je vois néanmoins une possibilité de communion physique, voire spirituelle entre nous. Celle que nos émanations humides ont tracée par avance sur le sol. Ces deux ruisselets d'urine qui, profitant des hasards topographiques, se sont rejoints et fondus en une seule rivière. Leur copulation liquide n'a peut-être fait qu'anticiper sur notre propre, si j'ose dire, rapprochement. Je vous découvre maintenant une autre fonction, mais j'hésite à la qualifier. Faut-il parler d'urophilie? Ou plus scientifiquement d'urologie?
À moins de concevoir une nouvelle pratique divinatoire, l'uromancie. Faute de marc de café ou d'étoiles asservies, ces traces intimes marqueraient d'un son indélébile le tracé collectif d'un futur érotique. Quant à moi, au-delà de toute ironie, je vous affirme que j'y vois une marque du destin. Et je vous invite à l'exploiter dans l'instant en vous prêtant une expérience qui ne peut que vous séduire. Utilisons ce hasard comme révélateur ultime de ce qui peut nous induire à une appréhension mutuelle des jeux de l'amour, avec cette certitude marivaudienne que, si ce n'est pas par hasard que nous jouons à l'amour, physiologie oblige, les jeux de l'amour, eux, doivent en tous les cas tout au hasard des topologies et des chronologies. Ne prenez pas cette humide réalité pour l'expression des désirs qui me pousseraient irrésistiblement au rapprochement de nos corps, sources incontestables de ces ruissellements. Et cela par je ne sais quelle analogie, aussi approximative que saugrenue. Car dans les positions que nous avions adoptées, vous ne pouviez me voir que de dos. Et comme chacun le sait, il y a loin de la croupe aux petites lèvres. Non, je ne voulais pas nous engager sur le terrain instable d'un flirt équivoque et plus ou moins salace, mais je me suis soudain souvenu de cette scène minimale de la pièce finlandaise d'un auteur qui me tient à cœur. Peut-être l'avez-vous vu ou lu. Et je dis scène minimale, mais je devrais dans un même élan souligner à quel point elle s'avère capitale. Capitale. C'est la nuit. Sous le beau ciel étoilé du Tavatsland, après de bonnes libations, Monsieur P et son serviteur M urinent côte à côte dans une grande collaboration de classe. J'avais simplement, quant à notre situation de tout à l'heure, opéré un rapprochement fort significatif. Nous nous sommes nous-mêmes soulagés fraternellement, sororalement, dans une grande compromission de sexe. L'analogie, si analogie il y a, ne reposait que sur cette citation. Ne la prenez donc pas abusivement comme une incitation. Je ne vais plus vous suivre longtemps dans votre banale récitation. D'autres sollicitations me réclament, auxquelles je vais m'efforcer maintenant de penser dans la solitude de cette nuit automnale, bien éloignée de celle que vous évoquiez, aussi tavaslandaise soit-elle. Je crains, chère amie hasardeuse, que vous ne vous complaisiez en fait que dans l'espace académique de la dissertation. En soulignant ici qu'il ne faut pas confondre la technique dissertante avec la pensée. J'oserais même dire que la dissertation est la négation de la pensée. Seul le fragmentaire libère l'esprit de la simple représentation. Il offre la séduction d'une note de théâtre. Alors que je ne m'impropre au mouvement perpétuel de l'esprit, cette banale note de spectacle qu'on nous impose à tout bout de scène. Mais j'aimerais revenir sur cette qualification que je viens arbitrairement de vous accorder. Chère amie hasardeuse. Et je souhaiterais que vous n'y trouviez aucune allusion à ce que je vous disais auparavant du hasard et de l'amour. Ce n'est pas dans un but de stratégie érotique que j'avance ici le terme de hasard. Il n'y a pas qu'en amour que ce terme intervient. Je me suis souvent demandé, et ce n'est pas par hasard, ce que je serais advenu, ce que j'aurais vécu si j'avais été porté à être un homme de droite. Je me recompose une existence fantasmatiquement dans une autre orientation de ma vie et je dois dire que cette dialectique interne ne cesse de me faire progresser, de me progressifier. Voilà maintenant que vous vous laissez aller à de provocantes et incongrues confidences dont je n'en ai, à vrai dire, rien à fiche et qui, me semble-t-il, ne sont requises que pour maintenir entre nous ce que vous appelleriez un dialogue philosophique, certes, de bas étage, et que je nomme, moi, une vaine tentative pour éviter de vous retrouver seul avec vous-même, avec vos obsessions ou votre vacuité. Il ne vous manquerait que d'entreprendre de platoniser vos discours afin de vous empêcher de déplatoniser vos instances amoureuses. Attention à votre tour. Je parle bien d'amour physique. Ainsi, je considère vos littéraires allusions comme résolument condamnées à l'enfer bibliothécaire.
Votre distinguée allusion à l'enfer m'incite à vous poser un réel problème d'interprétation. Nous revoilà au théâtre dans les évangiles. La pêche au lac de Tibériade, Matthieu, nous pose un singulier problème, à savoir, de tous les poissons capturés, les mauvais sont rejetés à l'eau et les bons aussitôt frits et consommés. Donc, si je comprends bien, seuls les bons ont droit au feu, à l'enfer, et les mauvais autorisés à la survie ou à la revie. Notre conception de l'au-delà se doit d'être révisée. D'ailleurs, à ce sujet, il me faut bien accepter cette idée que la menace infernale, purement imaginaire, née dans l'enveloppement religieux monothéiste, sert en réalité de prototype à la création terrestre des divers systèmes de répression. Prison, camp, goulag, en somme. Il figure symboliquement, mais concrètement, le GN éthique et l'enfernal. Il faudrait également déterminer à quel point le monothéisme est générateur du culte de la personnalité. Le simple glissement, mais terrible, est opéré dans le passage du céleste au terrestre, du spirituel au corporel. Je reconnais bien là, déjà, votre tortueuse réflexion sur les aspects du réel et du physique, conditionnée, comme on dit, d'un emballage, par un développement fallacieux, voire même spécieux. Vous faites beau marcher d'un hiatus majeur entre l'imaginaire et le symbolique. C'est comme si, pour commenter votre commentaire tellement terre à terre, vous mixiez, ainsi que vous venez de le suggérer, la droite et la gauche. Une droite si gauche d'être à droite, et une gauche si droite de se croire à gauche. Encore une fois, une variation abusive sur le bonnet blanc et le blanc bonnet. Et d'ailleurs, cela pourrait trouver une application immédiate dans le jeu des petites définitions amusantes d'une paradoxalité généralisée. Les nouveaux philosophes, comme nouveaux fachilosophes, eux-mêmes surqualifiés de nouveaux philosophistes. Je constate avec plaisir que vous entrez dans le plaisir de la conversation. Premier pas vers une acceptation de principe d'un certain échange entre nous, ce qui ne va pas sans promouvoir un certain changement dans nos rapports, peut-être dans un évident change de forme. Car si l'homme est toujours dépassé par la femme, il est également toujours aussi déplacé par elle, voire même parfois dépecé, mais ce n'est là qu'un bien mauvais jeu de mots. Ce qui me fait accepter en ce moment l'échange de mots, je précise, c'est uniquement parce que je veux faire autre chose que de vous entendre pérorer à votre gré et à votre façon, et surtout parce qu'il faut bien que le temps s'écoule d'une manière ou d'une autre, et que la nuit de notre enfermement à l'air libre est encore longue. Cependant, afin de ne pas vous donner trop d'illusions affectives ou, comment dire, pulsionnelles, je vais à nouveau tenter de me reconcilier dans un sommeil hypnotique. Vierge vénérée, belle enfant, charmante nièce, ah, la vue de votre innocence me fait oublier mon sexe et me transforme en votre tante qui vous a si chaudement recommandé à moi. Mais cette fatalité entre mes jambes, priez avec moi qu'elle ne s'insurge contre ma vertu et ne fonde sur vous, et fermez l'abîme de vos yeux avant qu'ils nous engloutissent. Cette fatalité me ferait presque désirer l'échange. Oui, je voudrais pouvoir échanger mon sexe, ici, à l'ombre du danger, et me perdre tout entier à votre beauté. Perdition qui ne peut être contrebalancée que par la destruction du tableau, dans ce vertige voluptueux auquel il invite si violemment. Seule la jouissance peut enlever à l'amour son bandeau et lui faire voir à travers le voile de la peau la nudité de la chair. Oublions ce qui se dresse avant que cela nous lie le temps d'un spasme. Nous sommes tous à nous débattre au bout du cordon ombilical. Et permettez-moi de vous prêter ma protection virile, le bras d'un père, contre la méchanceté du monde que le calme du couvent vous a laissé ignorer. Je connais, croyez-moi, ce sombre sexe.
Et quand je pense que n'importe quel brute, novice, épais, valet lubrique pourrait rompre ce sceau grâce auquel la nature garde le secret de vos entrailles virginales, cela me fond le cœur. La clé est en ma main. Le poteau indicateur, l'instrument céleste, le glaive flamboyant. Glavium in vaginam, pense Casanova. Hâtons-nous. Avant que la nièce devienne la tante, il faut que la leçon soit apprise. À genoux, pécheresse, je sais les rêves qui traversent votre sommeil. Il vous suffit d'ouvrir ces lèvres étonnantes pour qu'aussitôt s'envole la colombe du Seigneur et qu'elle répande le Saint-Esprit. Elle en tremble d'impatience, vous voyez? Les dons de Dieu, il ne faut pas que l'homme les vomisse. Ce qui tombe, il faut le relever. Votre main, madame, c'est la résurrection. Croyez-vous que ce corps doué vous ait été accordé pour aller seul à l'école et le soustraire aux yeux du monde? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Si vous voulez savoir où Dieu demeure, fiez-vous aux contractions de vos cuisses, au tremblement de vos genoux. Une petite peau devrait-elle nous empêcher de ne faire qu'un seul corps? Je vous suis obligée de m'avoir montré de si pénétrante façon où Dieu demeure. Verge vénérienne, belle enfante, charmante qui? Ah! La fuite de votre innocence me fait oublier mon sexe et me transforme en votre père qui si chaudement vous désire. Cette fatalité entre mes jambes, priez qu'elle ne s'injure pas contre vous et qu'elle ne fonde en vous. Fermez les yeux! Que je découvre l'objet de mon envie, l'enjeu de notre échange. Oui, je voudrais pouvoir l'échanger, mon sexe, contre le vôtre, me perdre tout entier dans votre corps, perdition voluptueuse, toute de douceur et de violence, que la jouissance enlève à l'amour son bandeau, que mon amour bande sa jouissance. Donnez-moi ce qui s'ouvre entre nous, le temps d'un spasme, l'espace d'un orgasme. Je cesse d'être votre fille pour vous prêter ma protection virile, le bras d'un père, son braquemar contre les dangers de la corruption du monde. Je connais. Regardez-le, mon sexe érigé. Que sa vigueur humide soit à vous, plutôt qu'à quelques prostituées sinistres, soubrettes d'écurie ou novices d'incurie. Qu'il vous appartienne de rompre ce sceau légal, la filiation, que toi, langue, membre des membranes s'agite et l'incite à vous pourfendre. La clé est en votre main. Le poteau indicateur, l'instrument céleste, le glaive flamboyant, Casanova au travail. Hâtons-nous, remettons le glaive au fourreau. À vos genoux, je devine les rêves qui vous traversent. Il me suffit d'entrouvrir ces lèvres étonnantes pour qu'aussitôt s'exalte la colonne sacrée. Édipe colonne, et qu'elle répande sa liqueur vitale. Elle tremble d'impatience, vous voyez? Les dons de l'homme, il ne faut pas que la femme les vomisse. Le cadeau paternel, il faut bien que la fille le convoite. Votre ardeur manuelle sera l'agent de la résurrection. Ce qui tombe, il faut le relever. Croyez-vous que votre corps doué vous était accordé pour se satisfaire des paroles d'un époux? Il n'est pas bon que le père soit seul. Si vous voulez savoir où Dieu demeure, fiez-vous aux contractions de mes cuisses, au tremblement de mon bas-ventre. Un interdit social devrait-il empêcher de le faire avec le père qu'un seul corps? Ne devrait-il pas plutôt le permettre? Montrez-moi donc de la plus pénétrante façon de qui et de quoi je suis faite. Je vous y invite convivialement.
Bravo, cher ami, pour cette brillante paraphrase, qui prouve au demeurant votre parfaite connaissance de cette merveilleuse dérive d'un auteur pourtant germanique de nos tellement françaises dangereuses liaisons. J'accepte de bonne grâce vos compliments enthousiastes pour mes extrapolations de la déchetterie mullérienne, si j'ose risquer ce certain pléonasme, et vous renvoie les éloges pour la pertinence de votre interprétation qui, je dois le dire, à un moment, provoqué en moi comme un désir d'interpénétration. Ah non! Vous n'allez pas, en plus de toutes vos allusions grivoises, allusions d'ailleurs de moins en moins équivoques, céder à cette tentation volcanique de la fumée et de la cendre. Encore que le plein air auquel nous sommes confrontés atténue, je vous l'avoue, la pression autoritaire que vous exercez dans l'exercice de votre pratique sur nos passivités non fumeuses. Vos passivités, certes, le sont, non fumeuses, mais pas vos pensées, vos commentaires, hein. Cela relèverait plutôt de votre propre accoutumance obsessionnelle, fort alimentée à mon tour, je l'avoue, par une propagande indécente dans le fait qu'elle néglige par là les vrais combats pour la survie. Songez, par exemple, que la pauvreté, la malnutrition, pour ne prendre que quelques références, sont beaucoup plus meurtrières. Et que personne, pourtant, aucun gouvernement, aucun groupe de pression, aucune secte politico-sociale ne promulgue de loi pour l'éradication de cette pratique planétaire. En outre, fumer est un art comparable à bien d'autres. Gastronomie, érotisme, château de sable, etc., qui ont le mérite de se diluer dans les instants même qui suivent leur production. Et c'est sans doute aussi un sport d'une grande dignité, car là il faut dépenser et non gagner, argent ou gloire. C'est un art du don. Et cela est certainement malvenu, mal vu dans notre société de quantification. Que je plains mes amis fumeurs empêchés désormais de pratiquer leur art en toute sérénité. Mais, pour revenir à notre situation, je vous accorderai bien d'organiser maintenant dans ce lieu 2 espaces où nous pourrions ainsi coexister sans conflit ni agression. Votre espace non-fumeur où présentement vous vous trouvez et mon espace fumeur où je suis. Mais là aussi, il y aurait à redire. Pourquoi un espace non-fumeur où les fumeurs ne sont pas tolérés et un espace fumeur que le plus souvent beaucoup de non-fumeurs viennent occuper? L'occupation, ça ne vous rappelle rien, privant alors les potentiels usagers de sa jouissance. Situation, à vrai dire, absolument antidémocratique. Et puisque vous me laissez si généreusement la parole, je vous accorderai bien. Donc, j'aimerais ajouter que je conçois très bien l'inscription sur nos paquets d'herbes à rêverie, fumer nuit gravement à la santé. Mais je compléterai dès lors le jeu des formulations paradoxales en proposant qu'il soit tatoué sur chaque sujet, mâle ou femelle, en possibilité de procréer, vivre nuit gravement à la santé. Ce qui est indubitablement avéré. Et par là, nous serions à même d'opérer une reconversion de nos concepts, puisque nous taxons les producteurs de tabac, les manufacteurs de cigarettes et les consommateurs. Nous devrions taxer les procréateurs, les fabricants de produits prénatals et postnatals et les consommateurs d'enfants. J'entends bien sûr les consommateurs légaux, tuteurs, médecins spécialistes, enseignants. Il y aurait la suppression des allocations familiales et autres soutiens financiers. Et puisqu'ils ne seraient que par période dans cette position de créateurs, on les nommerait intermittents. Vous concevez, si j'ose dire, combien les économies nationales se trouveraient régénérées et assainies. Combien plus qu'avec les pauvres taxes tabagistes. Avec vous, il faudrait pouvoir s'inscrire à faux dans la fable du réel, perdre tout contact avec l'histoire, avec le temps, avec l'espace, s'aseptiser en quelque sorte, mieux encore, se diluer, ne plus entendre votre bavardage. Fermer les oreilles est une prouesse qui devrait être donnée aux humains de pouvoir accomplir. Et surtout, faire en sorte qu'aucune trace de vos élucubrations ne puisse demeurer indélébile dans la mémoire. On a déjà assez de mal
dans ce monde incohérent, à se construire, puis à préserver sa carte d'identité, à l'inclure dans l'interminable liste des personnages qui figurent dans notre pièce, comme vous par exemple ce soir, et à la développer librement dans les embûches et les quiproquos de l'action dramatique qui nous est sans cesse proposée. Pire, imposée. Et par qui? Par quoi? Va-t-on savoir? Vous souriez, je sais. Toute cette déclaration, pour authentique qu'elle soit, reste terriblement déclamatoire et emphatique. De plus, elle révèle trop sans doute une obsession qui me riverait maladivement à la chose théâtrale. C'est que l'intermittence me pousse à chercher refuge dans un semblant d'activité. Rassurez-vous, cet auteur allemand qui fut un temps très à la mode a lui aussi beaucoup théorisé, comme on dit. Et ce fut, je pense, l'exil qui, le privant de tout contact pratique avec le théâtre, l'amena à parcourir les chemins escarpés de la distance théorique. Sans Hitler et les conséquences ambulatoires qui en résultèrent pour notre auteur, bien des querelles, bien des malentendus n'auraient pas vu le jour par la suite. Votre remarque, totalement inutile, et qui sent furieusement de toute évidence un didactisme professoral, alors qu'il le faudrait ludique, me fait percevoir à quel point nous sommes parvenus à une situation de non-retour dans la tentative que vous ne cessez de manifester afin d'établir entre nous le moindre rapport dont je ne vois d'ailleurs pas l'utilité. Convenez de bonne grâce qu'il ne saurait y avoir que deux raisons. Soit nous sommes engagés à travailler ensemble, nous verrons c'est dans Tartuffe-Elmire. Soit nous sommes encagés, si j'ose dire, par une liaison aussi sordide maintenant qu'elle le fut. Mais dans l'attente de cet heureux événement, je vous souhaite une bonne nuit, hantée de rêves compensatoires bienvenus. Voilà, on va la laisser dormir un moment. On va peut-être reprendre deux, trois éléments dans ces propositions. Et la digression, elle arrive d'où? Elle va se manifester comment? On peut dire qu'on en trouve les prémices déjà dans le théâtre grec. Et ce théâtre grec va nous amener donc à peut-être revenir sur le sujet d'une façon assez spéciale. Les Grecs, on peut dire que quand ils viennent au théâtre, dans l'amphithéâtre, derrière l'orchestra, devant la proskéné, qui est la scène, et la skéné, qui est le bâtiment derrière la scène, eh bien, ils s'installent dans la salle en tant que citoyens et ils viennent voir quelque chose. Mais quoi? On pense qu'ils viennent voir Édipe, par exemple, ou Médée. Pas du tout. Ils connaissent ça par cœur. Ils l'ont vu des quantités de fois, ils savent de quoi ils retournent, il n'y a aucun problème pour eux. C'est pas ce qu'ils viennent voir. Ils viennent voir peut-être les variations qu'on en fait, parce qu'en effet, selon les endroits, les légendes sont légèrement différentes. Mais l'essentiel n'est pas là. Ils viennent parce que, et souvenez-vous qu'on a supprimé le prologue, puisque c'est le programme qui le dit. Eh bien, la première chose qu'on voit, la parabase, c'est l'entrée du cœur. On a des gens qui entrent et qui s'installent dans l'orchestra. Ces gens-là, 12, 14, 18, 24, représentent les citoyens. C'est-à-dire qu'ils sont délégués comme de quelconques députés pour nous représenter dans la conduite des affaires. Et là, ils sont amenés à nous représenter dans la perception qu'on a de la pièce.
Ce qui fait que tous les spectateurs grecs qui sont dans l'amphithéâtre n'ont Dieu, si j'ose dire, que pour le cœur. C'est-à-dire qu'ils viennent regarder comment l'histoire qu'on raconte, qu'ils connaissent, qu'ils n'ont pas besoin d'entendre, est perçue par leurs représentants. C'est cette notion d'un théâtre au deuxième degré qui, dès le départ, dès l'origine du théâtre, s'installe. On le trouve d'ailleurs chez toutes sortes de débuts de théâtre. On le retrouve merveilleusement chez les hindous. Dans le théâtre hindou, qui est un peu plus tardif que le théâtre grec, mais quand même, qui correspond à peu près à la même époque, on trouve le même cheminement. C'est-à-dire que le théâtre a une fonction effectivement extrêmement importante dans le rapport au public, et non pas à la scène. Ce qui est important, c'est comment c'est perçu. Et ce que le public retient, ça me rappelle une anecdote. J'ai travaillé à Paris, et puis un jour, entre deux répétitions, je n'avais pas eu le temps de manger, je me précipite dans une boulangerie, et je vais commander 2 allumettes. C'est ces bons gâteaux parisiens, qui sont très très bons, avec la pâte d'amande dessus, qui est légèrement gélifiée. Et alors, on m'emballe mes 2, enfin on me tend mes 2 allumettes, et la charmante boulangère, Guillaume Apollinaire a un très beau poème qui dit « Bonne boulangère qui pelotier mes couilles », c'est Apollinaire. Là, il n'en était pas question, mais ce qui se passe et qui est très drôle, c'est qu'elle me dit « C'est pour consommer tout de suite ou c'est pour emporter ?» Eh bien là, c'est le théâtre. Il y a 2 types de théâtre. Il y a le théâtre pour consommer tout de suite et le théâtre pour emporter. Il faut savoir lequel on va mettre en avant, auquel on va s'intéresser d'abord. Le théâtre pour consommer tout de suite, on peut l'accepter, c'est bon. C'est Grotowski qui me disait un jour, il y a très longtemps, quand il était encore à Opole, il me disait, chez moi, j'ai 20 spectateurs par soir dans mon petit théâtre, mais il parle du spectacle pendant 6 mois. À Chaillot, il y a 2000 personnes, mais dès l'entracte, ils sont en train de parler de l'achat de leur futur réfrigérateur. Alors voilà la différence entre le théâtre à remporter ou le théâtre à consommer sur place. Cette question-là, elle est importante parce qu'elle va déboucher sur toute une série d'autres événements. On va voir que, d'abord, le public, c'est l'interprète. Les gens sur la scène ne sont pas des interprètes. Ce sont des passeurs de signes. Signes vocaux ou signes gestuels. Ils passent des signes, comme un typographe. Mais c'est le public qui tire des conclusions, qui tire des sens, qui tire de la signification de ces signes. Le public est l'interprète. C'est pourquoi on devrait qualifier le public d'interprète. Ça, c'est un élément important, ça change notre conception du théâtre. C'est-à-dire que le théâtre n'est pas du tout dans ce qu'il contient. À travers tel ou tel discours, on a des séries d'événements qui sont autant de stimuli qui doivent nous donner à transformer la matière en pensée. En pensée qui elle-même se transformera dans notre activité de tous les jours en action. Donc cette question-là, elle est fondamentale. Le théâtre est un art de l'actif. Ce n'est pas un art du passif. D'abord, le théâtre, on le consomme ensemble. Comme on le disait au début, c'est un art collectif. Le public au théâtre, il est cohérent dans sa complexité, dans ses oppositions, dans ses envies différentes. Au cinéma, on est toujours seul devant l'écran. On ne peut pas établir le rapport avec l'autre. C'est un art de l'individualisme. C'est un art, je dirais, de la pensée unique. C'est peut-être pour ça qu'il est si florissant de nos jours, même dans ses manifestations les plus dégradées. Bon, on ne va pas dire dans quel cinéma, mais c'est à vous de trancher. Ce qu'il y a d'important, c'est qu'on l'a dit, le comédien est un passeur de signes. Il va passer de signes qui sont des contraintes pour lui. Il y a une première contrainte, c'est la bande son. Il va devoir dire un texte à son corps défendant,
la plupart du temps, ou consentant parfois, et il va devoir passer de la mise en espace, ce qu'on pourrait appeler la mise en scène, mais là on n'en est pas encore au stade de la mise en scène. Là on a fait des filages simplement de mise en état du travail. On sait, on en parle, on a à travailler là-dessus. Peut-être que la question du style changera toute la lecture de ce spectacle. Si on pense, par exemple, je leur disais tout à l'heure, si on pense que c'est joué par Maria Pacôme et par Le Poulain, et que c'est filmé au théâtre ce soir, peut-être qu'on aurait la tonalité exacte de ce genre de choses. Il faudrait travailler donc là-dessus. Mais on n'en est pas là. La mise en scène, c'est dans un deuxième temps. Là, on a fait la mise en place, l'arrangement. On a arrangé. C'est que c'est l'autre contrainte pour le comédien. Le pire, c'est quand on dit au comédien improviser. Alors on lui dit à ce moment-là, mais alors il faut aussi improviser le texte. Parce que s'il y a une contrainte, le texte, il faut qu'il y ait une autre contrainte. C'est le mouvement scénique, dans lequel il doit s'imposer en trouvant à son tour sa liberté. Sa possibilité de liberté passera justement par l'exécution de ces mouvements qui vont être transformés du tout au tout à la fin. Ce que malheureusement on ne peut pas toujours faire avec les textes. Heureusement pas avec tous les textes. Ensuite de quoi, on va voir qu'à partir de là, le problème du théâtre, de cette dualité entre deux types de théâtre, et on va la retrouver à plusieurs échelons, on en parlera plus tard, mais je pense au mot de Godard, qui l'emprunte à Marx d'ailleurs, comme il pique tout, comme moi. Hein, là-dedans, il y a des trucs d'Heiner Müller, il y a des trucs que vous avez repérés, mais il y a des trucs de Coltès. Le début, c'est Coltès, c'est la solitude des champs de coton transposée. C'est-à-dire que c'est des paraphrases, pas tout, mais beaucoup, sont des moments pris à des auteurs contemporains, hein, puisque c'était ça la proposition. Donc, ce qu'il y a, Godard cite une phrase très importante dans un ciné-tract, il dit, quelqu'un dit, on va fonder un journal, il faut dire des choses vraies. Et le personnage répond, il ne faut pas dire des choses vraies, il faut dire comment sont vraiment les choses. Et ça change tout. À partir de ce moment-là, c'est un élément important dans la question de ce double théâtre. Il y a des gens qui montrent la vérité, la pseudo-vérité, la réalité, mais ils sont à côté de la plaque. Car le théâtre, je vais reprendre les concepts de Umberto Eco, le théâtre, qu'est-ce qu'il fait? Il crée du pseudo-réel. Et ce pseudo-réel représente non pas le monde tel qu'on le vit, mais un monde possible. À partir du moment où le pseudo-réel est accepté, et où le monde possible, qui est le monde de la fable, qui est introuvable dans la réalité, est là, on obtient un effet de théâtre évident, un effet de grand théâtre. Donc cette question-là va être posée tout le temps à travers la fable et la parabole. La fable, c'est-à-dire en gros, en exagérant l'intrigue, en réduisant la portée du mot fable, l'intrigue et les conséquences autour de l'intrigue, c'est un récit de fiction. On ajoute à ça une sorte de fable secrète, la parabole, par exemple, qui est non plus un récit de fiction, mais la fiction d'un récit. C'est un élément différent. Je m'explique à travers Arturo Ui, ce que j'emploie souvent comme argument parce que ça me paraît clair. Dans Arturo Ui, la pièce de Brecht, tout le monde lit Hitler. On parle d'Hitler. Ou quand Villard le monte, il lit De Gaulle. Et il imite De Gaulle. Mais en fait, la fable d'Arturo Ui n'est pas une fable réelle, c'est une parabole. Les fables réelles, elles sont trois. Un, une fable culturelle, c'est Richard III de Shakespeare. C'est une adaptation de Richard III de Shakespeare. Deux, une fable sociologique, c'est la prohibition à Chicago dans les années 30, les bootleggers. Et là, c'est un livre de Kenneth Alsop, un grand journaliste américain qui parlait de ça, dont il s'est beaucoup servi. C'est Chicago. Et trois, c'est Hitler. Mais trois, pas Hitler prioritairement. J'imagine, et c'est drôle, j'imagine un grand spécialiste de Shakespeare,
qui connaît rien à l'histoire contemporaine, sociologique de Chicago ou politique du Troisième Reich, il verra la pièce comme une paraphrase de Richard III, et c'est tout. Alors que quelqu'un qui connaît bien l'histoire, parce qu'il a vu Les Incorruptibles, toute la série, qui connaît bien l'histoire de Chicago, mais qui connaît ni Richard III, ni l'histoire de Hitler, verra une histoire sur les gangsters de Chicago. Et puis, une autre partie du public, et c'est là où Brecht est malin, c'est qu'il savait qu'à son époque, à l'époque de l'écriture, ce qui était le plus connu de la massivité du public, c'était l'histoire d'Hitler. Donc, il sait qu'on va jouer là-dessus. Donc, vous voyez, ce double mouvement, on a dit que le théâtre était un art à double dimension, et c'est vrai qu'il l'est. Il y a toujours ces doubles dimensions, c'est-à-dire qu'il y a toujours deux discours, il y a toujours deux éléments qui sont tenus en même temps. C'est ce qui fonde la richesse de ce théâtre. Comment arrivent les choses? C'est l'intrigue. Pourquoi arrivent les choses? C'est la parabole. C'est de raconter finalement en quoi on est responsable des choses qui arrivent, nous, publics. Quelle part de responsabilité nous endossons dans ce que nous voyons. Si on présente sur scène la violence à l'état brut, ça ne peut inciter que les gens qui ont envie d'être violents à être violents. Il faut qu'il y ait une parabole derrière pour arriver à faire en sorte qu'on réfléchisse à la violence. Autrement, on la consomme, et on la consomme aisément, ce que le cinéma fait massivement, même si c'est de très bons films, hein, ça c'est autre chose. Mais je veux dire, là, c'est un problème philosophique qu'on pose, qui est important pour bien comprendre où se situe la responsabilité du théâtre. C'est dans ce discours tendu qui est constamment tenu pour le spectateur et dont le spectateur doit s'emparer pour en faire une parole. La différence est claire entre le discours et la parole. La parole, c'est ce qui représente l'individu existentiel. On parle, puis en même temps, dans notre parole, on peut tenir des discours ou pas. Là, c'est ce qui se passe ici, maintenant, mais c'est ce qui se passe tout le temps. Donc, transformer cette massivité discursive en une utilisation de parole où on peut parler au nom du personnage, on peut dire des choses au nom des personnages, au nom de l'histoire générale, c'est ce qui va fonder ce rapport secret et en même temps avoué, dans le meilleur des cas, quand le théâtre s'avoue comme théâtre, c'est-à-dire quand il provoque l'effet de distance, à partir de ce moment-là, on peut bien réfléchir au monde tel qu'on l'a fait et tel qu'on peut le transformer. C'est une question importante, mais on va peut-être aller un petit peu plus loin dans notre entre-deux. J'ai fait un rêve. Étrange ou pénétrant? Quoi? Oh, pardon. Je voulais dire... fantastique ou érotique? Je reconnais bien là votre humour de nana. Votre humeur, devrais-je dire, sointant par tous les orifices disponibles. Tels ces troubas d'amour qui furent enchantés et même enchantés dans un pervers Moyen-Âge où toute littérature poétique décrivait les actes de plaisir après leur accomplissement. Antithèse de cette littérature érotique d'aujourd'hui qui en fait se substitue aux actes mêmes, les remplace et tente vainement de pallier à leur absence. Cet attribut, nouveau pour moi, car soucieuse de la sauvegarde de ma féminité, donc de mon sexe, je ne me suis jamais autorisée à déjouer les règles vestimentaires usuelles qui repèrent et marquent aussi bien la différence. En aucune circonstance, je n'aurais pu accepter ainsi de me soumettre à la copie burlesque de la masculinité. Je suis sans doute trop féministe pour cela. J'aurais eu alors l'impression de m'ériger en caricature et de m'abîmer dans un dessin humoristique. Ah, la mise en abîme. Entendez bien que si j'y suis contraint cette nuit, c'est en raison de l'emprunt que vous venez de faire de mon enveloppe de coton, ne voulant pas prendre le moindre risque de vous paraître provocante dans une tenue que le sommeil tolère, mais que le réveil proscrit. On n'a eu aucune crainte à ce sujet.
Vous pouviez balader autour de moi vos attraits non négligeables sans provoquer de ma part le trouble indéniable que pourtant vous provoquez indubitablement. Je prends bonne note de cette affirmation équivoque, je m'en réjouis sereinement, mais je ne me risquerai néanmoins à tenter le petit diable qui peut encore sommeiller en vous. Il m'apparaît, au détour de cette brève lecture, que notre auteur s'élevait avec véhémence, non pas contre le genre humain en général, mais contre les signes et les insignes de pouvoir qu'ils véhiculent ou qu'ils arborent. En particulier aussi, pourriez-vous dire. Mais je reviens à votre découverte pleine de bon sens, donc parfaitement banale. Découverte, non. Je devrais dire illumination si j'entends bien les accents de votre enthousiasme. Nous ne moisissons plus entre deux postes de douane, mais carrément un Sils Maria. Nietzsche à moi. Zarathustra va bientôt danser par-delà le bien, la femelle et le mâle. C'est que la généalogie de la mort râle. Je vous imaginais fou, mais pas à ce point. Attention! Votre délire pourrait vous amener à moucher un cheval dans une quelconque ruelle italienne et vos élucubrations être prises en otage par une sœur abusive. Aucune crainte de ce côté-là, je suis un enfant unique, réellement unique. J'ai eu un frère, et cela m'a dispensé d'en apprendre plus sur les hommes. Cependant, ne vous imaginez pas que je conserve mon prépuce féminin. Il y a bien longtemps qu'il succomba aux entreprises expertes de nombreux compagnons de passage, d'ailleurs, par définition, pas précisément sages. Mais je ne peux leur jeter une quelconque pierre de lapidation pour fornication. Serait-elle non islamique, je fus totalement consentante. Le sérieux de votre intervention vient de m'interdire toute digression fantaisiste ou burlesque. Et je reviens donc à notre position actuelle, à cette posture inversée où je vous reconnais en homme, symboliquement parlant, et où j'endosse en contrepartie un rôle féminin. Et quel rôle séduisant, puisqu'il s'agit en quelque sorte de vous représenter. Que diriez-vous d'aborder furtivement, légèrement aussi, cette question épineuse, n'y voyez aucun jeu de mots, hein, des quotas? Là, je vous interromps aussitôt. Car il n'est pas avéré que cette question, comme vous dites, me préoccupe vraiment. N'oubliez pas, ma chère Philaminte, que je vais devoir jouer maintenant le personnage de Philinte, en vos lieux et places, et que tout est dit déjà dans ce texte d'une situation sociale inchangée de nos jours, ainsi qu'il en va également dans vos femmes savantes. Oui, je pourrais en convenir, mais ce qui m'agréerait ici et maintenant, c'est d'entendre votre point de vue personnel sur le tant contesté rapport intersexuel, étant donné bien sûr qu'il s'agit du rapport social exclusivement. Je vous trouve soudain bien familier et bien impudent de me faire cette demande. Elle révélerait plus de moi, j'en suis persuadée, que la consommation impudique de notre corporalité. Après tout, faire la bête à deux dos, comme dit le célèbre anglais, n'est qu'une façon d'être bête. Il vous faudra déployer plus d'insistance subtile pour que je cède à vos injonctions. Je ne voulais absolument pas vous déplaire, ni d'ailleurs satisfaire une curiosité malsaine, simplement un certain climat de connivence instauré par les circonstances aléatoires, inattendues et, pour tout dire, presque ironiques de notre rencontre prolongée, m'avait semblé propice à une certaine mise au point. Étant entendu bien sûr que ce déblayage idéologique, nous le savons bien, n'aura pas de suite. En fait, nous tuons le temps. J'ai parlé de déblayage, donc vous ne voyez que déballage. Il m'apparaît que vous avez beaucoup de peine à tenir votre partition. Est-ce le personnage enjupé qui parle? Ou est-ce celui que je devine porteur d'un autre symbole tapis sous le tissu? Il est plus difficile d'assumer le travestissement que vous ne le supposiez. Votre remarque est fort pertinente malgré son impertinence aussi.
J'y souscris. Je vais donc m'efforcer de m'emballer fictivement dans la peau de votre personne, alors que j'aurais été plus emballé de m'y glisser plus réalistement, soit dit en parenthèse. Je ne tiendrai ni compte de cette allusion, tout à la fois déplacée, incongrue et banale. Voici que maintenant, je réclame le droit absolu à la pratique des quotas. Moi, femme, je ne puis comprendre l'entêtement que vous mettez à toujours me mettre sur la touche, à me mettre aussi tout crûment d'ailleurs, moi et mes consoeurs, sans tenir compte de nos capacités et de nos désirs égalitaires. Cher ami, vous vous embarquez là dans une vertigineuse revendication. Si vous voulez bien m'écouter sans m'interrompre, je tenterai d'y apporter quelques éclaircissements, et j'ai bien peur que nous nous hasardions sur des chemins qu'il ne sera pas facile d'arpenter sans de nombreuses pertes d'orientation. Il ne tiendra qu'à vous, cher monsieur, de m'entraîner par les voies machistes que je subodore en votre intention. Ma dignité féminine ne saurait me contraindre à en dévier. Je tenterai néanmoins de vous proposer d'autres directions plus aériennes, si elles me paraissent plus agréables à parapenter. Je vous menais sur la piste des quotas, et aussitôt me vient à l'esprit... À l'esprit sain. Ma santé mentale n'a que faire ici. Aussi poursuivrai-je mes remarques, non sans vous faire souvenir de votre promesse de ne pas m'interrompre, fût-ce pour un douteux jeu de mots. Il ne vous est pas venu à votre propre esprit saint d'une guirlande de lieux autant communs que vulgaires, que cette manœuvre stratégique pourrait très vite se retourner contre les intérêts de votre sexe. Admettons que pour un poste de grande responsabilité, une femme incontestablement apte à l'assumer se présente, mais qu'opère à un même degré de poste, dans la même entreprise, déjà une autre femme. Selon vos critères de quota, ce poste devra être confié à un homme, même s'il n'offre qu'une moindre garantie de valeur et d'efficacité. Acceptons un usage provisoire de cette nouvelle coutume, mais n'en faisant pas une loi dont la pérennité se révélera néfaste. Évitons toute instance d'une dictature du féminariat. D'autant qu'elle sera bientôt battue en brèche par celle du jeunariat, aussi perverse que toute dictature pseudo-démocratique. Voilà maintenant que vous vous en prenez à la démocratie. Ma position de femme me donne, provisoirement je vous l'accorde, le droit et même le devoir de poser tout un ensemble de questions qui peuvent vous paraître incongrues, alors que je ne voulais qu'approfondir une question jetée aux oubliettes, celle de l'opposition fondamentale du quantitatif et du qualitatif. Dans quelle impasse entendez-vous m'entraîner dans cette situation que vous suggérez maintenant? Croyez-vous pouvoir esquiver ainsi la question essentielle de nos rapports de sexe? Voici que maintenant vous ramenez sur le grain la possibilité de notre rapport sexuel. Voilà bien exprimé à nouveau votre obsession masculine. Que je désire toujours être confrontée, quel mot sublime, à la délicatesse supposée de votre vagin ne joue en rien dans mes paroles. Je parlais simplement de rapport de sexe. Mais votre crainte de proposition conquérante, autre mot éclairant, vous conduit à craindre l'acte du déduit. C'est vous, cher ami, qui avouez ainsi vos obsessions d'une obsession, si j'ose me risquer à la basse qualité de vos jeux de langage. D'ailleurs, certains musiciens ne reculent pas à s'engager dans une jam session, cette partouze musicale. Retenez prioritairement que dans un univers biologiquement sexué et sociologiquement sexualisé, comme le nôtre, le pire des crimes est bien le harcèlement antisexuel. J'admire l'à propos de votre intervention, mais elle ne vous permettra pas d'échapper à la digression que je vous proposais sur le concept de démocratie. En effet, il me semble qu'il serait grand temps de profiler une autre conception, un autre usage de la vie sociale et politique. Dans l'histoire humaine, régulièrement, entend-il, les règles se sont transformées, ont été repensées, et d'autres pratiques se sont affirmées. Disons brutalement que la démocratie est la dictature du nombre, du numérique. Le quantitatif a pris le pas sur le qualitatif. Or, l'humanité ne peut pas, ne saurait être définie par le calcul mental ou écrit. Provisoirement, à mon tour, j'admets votre remarque, dans l'attente cependant d'un développement plus éclairant. Je vais m'y risquer en évoquant quelques sujets de réflexion qui méritent une attention particulière et surtout un développement général. D'abord, une liste de repères. Les urnes, les audimates, les indices de fréquentation des spectacles culturels ou sportifs, les quotas de toutes sortes, les niveaux de consommation, bref, tout se quantifie.
Et c'est cela, sans aucun doute, qui marque et confirme la domination idéologique de la richesse, de l'argent et du pouvoir. Sur ce point, je ne peux que partager votre analyse pour sommaire qu'elle apparaisse. Il me semble en effet que l'on peut déceler une aggravation de cette situation dans le fait que, si jusqu'alors le pouvoir réel, financier, économique, avait besoin de se camoufler derrière le pseudo-patronage de pantins délégués comme porte-parole, les gens de la politique, il n'en éprouve plus le besoin et peut donc effrontément assumer cette fonction politique à partir d'une confortable situation bancaire. En Italie, M. B, et M. B aux USA, par exemple. Je ne voudrais pas déborder sur les rivages glacés des mers capitales. Il suffit de revenir aux manifestations dites culturelles. L'électoralisme domine les attributions subventionnelles. Le nombre de spectateurs, son importance suffit de nos jours pour qualifier la valeur d'un spectacle. Qualifier alors qu'il faudrait dire plus précisément quantifier. C'est cela qui invite incontestablement au nivellement le plus bas. Bien que cela ne soit pas simple à réaliser, je pense qu'il vaudrait mieux trouver les moyens d'estimer la qualité plutôt que la quantité. Et cela n'est certes pas aisé. En gros, admettons qu'un artefact artistique, une présentation théâtrale par exemple, n'est pas là pour faire du chiffre, mais pour faire que cela déchiffre. Vous remarquerez que dans ce débat d'idées, nous avons en quelque sorte aboli la règle du jeu des inversions de position de sexe que la marque vestimentaire nous avait dictée. Peut-être est-ce en réalité intenable, conditionnés que nous sommes par des années de conditionnement culturel et social. Il m'apparaît maintenant que nous devrions reprendre tout à la fois nos vêtements respectifs et nos respectueux états génétiques. Cela pourrait nous permettre de reprendre sans équivoque le cours de cet entretien. Je vous sais gré de cette proposition, mais je suggère que le déshabillage nous amène en douceur à regagner nos lits d'infortune pour y poursuivre l'intense activité de sommeil dont nous sommes sortis fort inopinément, si j'ose dire. Voilà que vos allusions insidieuses reprennent de plus belle. Il est temps, vous avez raison, de plonger dans un endormissement bénéfique, d'autant que, je vous l'avoue, elle commence à agir insidieusement sur ma réserve libidinale. Prenez le mot réserve comme vous l'entendez. Ouais, allez, on va les laisser dormir de nouveau. Essayons de voir un peu plus loin maintenant les choses et passons, troisième digression, à la question qu'on retrouve dans tout le théâtre, c'est le jeu entre la doxa et le paradoxe. La doxa, l'opinion commune, est manifeste. Mais le théâtre a une fonction plus particulière lorsqu'il inverse les données du problème, cette fameuse image inverse dont parle un grand philosophe, Henri Lefebvre, à propos de Brecht, l'inversion de l'image, ou à propos de Chaplin d'ailleurs aussi, l'inversion de l'image qui suinte le paradoxe, c'est-à-dire qui attaquera les idées reçues, qui attaquera le consensus mou, et qu'on retrouve tout le temps dans le théâtre. Il y a une idée qui est tout de suite contredite par une autre idée. Et plus la pièce est susceptible de créer du sens dans le public, plus elle va développer ce système. Plutôt que d'écrire, comme Diderot de nos jours, le paradoxe du comédien, on devrait arriver à écrire le théâtre du paradoxe, car c'est ce qui se développe le plus. Prenons un cas très simple, c'est formidable. On pourrait dire que Brecht va dans le se plier à une conception étonnante. Il va augmenter la pression de l'idéologie dominante. L'idéologie dominante est là et il l'augmente. Il ne va pas dire il ne faut pas être bon. Il va dire puisqu'on est dans un monde méchant, il faut être méchant. Ou alors, si on ne veut pas être méchant, il faut changer le monde. Il faut le rendre bon, auquel cas on pourra être bon. C'est toute la problématique de la bonne âme de Sichuan. Quand elle est la bonne âme de Sichuan, elle est conne. D'ailleurs, il la montre, conne, et la musique de Descends qu'on oublie est là pour rendre compte, quand à un moment donné, Chente dit « Il y a des ponts jetés par-dessus les rivières, il y a... »
chaque fois qu'on voit la scène, en audition, on voit, oh la belle poésie, c'est une poésie cucu. Et la musique de Dessau montre ça comme si c'était une parodie de Mireille Mathieu. Et donc, la bonne âme de Szechuan, dans la version christique ou chrétienne, est bonne et il faut la sauver. Dans la version brechtienne, elle est conne. C'est la conne âme de Szechuan qu'on devrait dire. C'est-à-dire qu'elle est là, bête. Elle veut être bonne. Et comme elle ne peut pas y tenir, puisque le monde est méchant, alors elle est forcée d'inventer un cousin. Alors ça, c'est une astuce formidable de Brecht, dans la théorie du double, qu'on revoit, on a parlé du double au théâtre, mais le double, on le trouve tout le temps au théâtre. On le trouve dans les personnages. Il ne faut pas chercher l'unité du personnage, il faut chercher son opposition tout le temps. C'est-à-dire que le personnage est ça, mais il est en même temps le contraire. Et Brecht le démontre tout le temps. Wuntyla est double à l'intérieur du même. Quand il est sous, il est bon, et quand il est à jeun, il est méchant. Dans une autre pièce comme La Bonne Âme, Brecht va diviser le personnage en deux. Shente va devoir inventer un cousin méchant pour gérer les affaires, pour entrer dans le monde capitaliste et utiliser le monde capitaliste. Elle va donc ouvertement devant le public se déguiser en homme, et ce qu'il y a de merveilleux, c'est que tous les personnages sur scène voient l'homme, alors que le public sait que c'est pas. Donc il y a une duplicité étonnante qui est là. Pourquoi? Parce que Brecht va nous raconter là une chose formidable, c'est que le public, si on veut qu'il soit productif, doit être naïf. C'est-à-dire qu'il doit amener une volonté en achetant son billet. Je vais me faire prendre au piège, comme disait Shakespeare dans Hamlet, ce piège où je prendrai le roi, dit Hamlet quand il invente la souricière. Eh bien, le public doit se dire, je me rends naïf. Plus il est, d'ailleurs, susceptible de ne pas l'être, plus il doit faire un effort pour l'être. C'est-à-dire qu'on ne doit aller au théâtre que si on est en état de naïveté. Ça, c'est une obligation. Ça devrait être à l'entrée, si vous n'êtes pas en état de naïveté, ne venez pas au théâtre. Parce que c'est un élément important. On doit faire croire aux comédiens qu'on croit que ce qu'ils nous disent est vrai. Donc, vous voyez, la subtilité de la naïveté, elle est rusée. Mais, encore une fois, on est toujours dans un double discours, comme au théâtre. Et cette question-là, elle va revenir constamment, à tel point qu'à un moment donné, par exemple, on ne saura pas, dans une pièce, si c'est la part féminine de l'homme qui parle, ou si c'est la part masculine de la femme. Ce qu'on démontre ici un peu arbitrairement, pour bien montrer certains enjeux. C'est pas une pièce à prendre au sérieux, c'est une pièce à prendre comme démonstration d'une série de problèmes qui se posent au théâtre. Donc, cette question-là, elle devient fondamentale. Le jeu du paradoxe. Et on a pour ça, évidemment, des ressources. On a les jeux d'image, les jeux d'action et les jeux de langage. Les jeux de langage au théâtre, ils sont importants. Vous savez que tous les auteurs posent des pièges. Quand, par exemple, Philaminte, dans les fameuses femmes savantes, et dans ce rôle que tu joues, quand elle dit, par exemple, ah ça c'est extraordinaire, qu'il faut réunir ce qu'on sait par ailleurs. Or, le titre, c'est les femmes savantes. Donc, le vocable savoir et tout ce qui tourne autour du vocable savoir est priorisé par le titre lui-même. Quand la comédienne, qui a bien travaillé le texte, sait dire ce qu'on sait par ailleurs, on entend ce qu'on sait par ailleurs, mais on entend aussi ce qu'on sépare ailleurs. Donc, la question des jeux de mots, et on pourrait la multiplier, elle se trouve dans tout. Elle se trouve dans Corneille, elle se trouve dans les tragédies, elle se trouve dans toutes les tragédies. La question des jeux de mots, c'est-à-dire du travail sur le signifiant, est déterminante au théâtre. Elle va créer un espace qu'on prend ou qu'on ne prend pas. Le spectateur va être libre de lire ça ou ça. Selon peut-être d'ailleurs que le même spectateur, à 2 jours d'intervalle, lirait totalement différemment la pièce. C'est ça qui est important aussi.
c'est que le théâtre est un art du présent. C'est le seul art qui se déroule en même temps, là et là. Le cinéma est toujours un art ancien. Le film a au moins été tourné hier, quand il est vu. Donc on est dans le plus ancien. Alors, je ne vais pas raconter l'histoire de Lascaux et des peintures pariétales qui indiquent l'invention du cinéma, de ce qu'on appelle la séquence filmique. Elle est inventée au temps des cavernes, alors que le théâtre n'est pas encore inventé. Hein? Donc le théâtre est un art beaucoup plus moderne que le cinéma. On confond l'invention des systèmes narratifs du cinéma avec l'invention des matériaux qui sont inventés de nos jours. Mais le système narratif du cinéma, il est à l'origine, avant même que... D'ailleurs, il a eu du mal à parler de cinéma. Il a fallu un rude temps pour qu'il se décide à parler. Et même quand il a commencé à balbutier avec le chanteur de jazz, eh bien, à partir de ce, personne n'y croyait. Même les majors d'Hollywood n'y croyaient pas au départ. Hein? C'est donc que cette histoire... Bon, le cinéma a piqué au théâtre, hein? Puis maintenant il lui pique ses spectateurs en plus. Quoique de moins en moins. Parce que les gens ont ras-le-bol de l'image, alors ils viennent de la télé, puis de la voix à la télé, alors ils viennent au théâtre. Tout au moins on peut l'espérer. Alors à partir de là, on peut dire que dans toutes ces questions-là, dans les jeux de mots, par exemple, moi je trouve c'est marrant, pour de l'argent, votre amie, elle embrasse beaucoup, elle est banquière. Pour de l'argent, votre amie, elle embrasse beaucoup, elle est prostituée. Vous voyez que c'est le même signifiant, sonore, simplement modulé autrement, et ça raconte des choses totalement différentes. On pourrait multiplier d'ailleurs ces problèmes-là, ça se trouve tout le temps. D'ailleurs, il y a des auteurs sublimes qui ont travaillé là-dessus, hein, en chanson, par exemple Bobby Lapointe et d'autres. Hein. Je racontais à Saint-Gervais, chez mon ami Macazdar qui est là, que c'était drôle, je vais le reciter là parce qu'il est là, c'est drôle que les enfants chantent une belle chanson. Nous n'irons plus au bois, les lauriers sont coupés. Et tous les instituts font chanter ça, c'est merveilleux, c'est beau, c'est énorme. Mais la chanson, elle date d'un roi qui en avait ras-le-bol de voir la débauche dans ses jardins du Louvre, de Versailles. Hein, il en avait ras-le-bol dans tous les buissons de lauriers, il y avait des coupes qui s'envoyaient en l'air. Hein, comme ça, comme ils veulent, hein, homme-femme, homme-homme, femme-femme, tout ça. Il en avait un peu ras-le-bol quand il est devenu, à cause de la connasse, la Maintenon, hein, quand il est devenu très très proche du Seigneur, eh bien il a dit, on coupe les lauriers. Et il y a un chansonnier qui a écrit, nous n'irons plus au bois, c'est-à-dire nous n'irons plus faire cocu, nos copains, les lauriers sont coupés. Et on chante ça dans les jardins d'enfants. Moi je trouve ça merveilleux. Hein. Vous voyez que ça apparaît très tôt, la question du théâtre et la question du plaisir du jeu de mots. Cette question, elle est fondamentale, on pourrait l'articuler avec le jeu d'images, les images détournées, les inductions qu'on met dans les pièces en les faisant se dérouler ailleurs. Par exemple, je racontais, j'ai vu le Misanthrope il y a longtemps jouer dans un asile d'aliénés, parce que Marassad de Peter Weiss était devenu une pièce canonique. Alors un metteur en scène a dit « Ah ben je vais faire comme le Marassad, les personnages seront dans un asile d'aliénés ». Alors on avait Alceste avec sa psychose, on avait la névrose obsessionnelle de Philinte, on avait la nymphomanie de Célimène, on avait tout quoi, mais on n'avait plus Molière. Et ce qui est grave, c'est que la pièce en racontait moins sous cette forme-là que Molière n'en raconte dans sa vraie forme. Donc on peut avoir des inductions, on peut changer les systèmes de représentation, d'imagerie, ce qu'on appelle le répertoire de forme, on peut le changer, mais à condition que ça enrichisse la pièce. Quand ça la diminue, les femmes savantes, je l'ai vu jouer en costume moderne, Armande au début, elle faisait du yoga. C'était la mode du yoga. Et puis on voyait arriver Henriette avec une belle petite jupe plissée, mignonne en plus,
hein, et avec des raquettes. Elle attendait, on entendait une Jaguar qui arrivait, freinait, tout ça. On voyait Clinton qui arrivait avec les grandes voitures, et puis ça qui venait chercher sa petite amie pour aller au tennis. Je veux bien, on peut le faire, mais ça n'ajoute rien. Pas plus que le misanthrope que j'ai vu aussi en smoking. En smoking, avec, au lieu d'une nœud papillon, il avait un ruban vert. Parce qu'on parle de l'homme au ruban vert dans le texte. Alors vous voyez, on peut aller très loin, mais c'est pas ça la modernité. Au théâtre, la modernité, dans les classiques, qui sont importants, je dis bien, on dit classique simplement le théâtre qui a de la classe. Et on aimerait bien qu'il y ait des pièces modernes qui soient très classiques. Pas toutes. Elles sont classiques pour le moment. Ça, c'est un problème. Donc, parce que le tri a été fait. Comme on pense qu'à l'époque, il y avait 300 pièces par année, et qu'on en retient 2 de l'année, on les a sélectionnées. C'est ça qui leur a donné, on a pris celles qui avaient de la classe. C'est ça qui a donné leur pérennité. Donc cette question, elle est à entendre dans le conflit entre moderne et classique. La modernité au théâtre, elle est obligatoire quand on est au théâtre. Parce que tous les jours, on est au présent quand on joue. Que la pièce ait été écrite il y a 2500 ans ou hier, elle est ancienne. Mais par contre, la représentation théâtrale est toujours au présent. Et c'est le seul art de signification. Il y a des arts de forme pure comme la danse ou comme la musique qui ont la même caractéristique. Mais là, en plus, le sens véhiculé fait que c'est le seul art qui soit au présent. Le seul. Donc il faut en tenir compte, mais simplement il ne faut pas céder à la dictature de l'instant. Donc à la dictature du présent. Ça, c'est celle dont on est victime actuellement dans la société tout le temps. Je dis que le comédien ne représente pas le présent, ou l'instant, il est un historien de l'instant. C'est-à-dire qu'il doit montrer que l'instant est historique, qu'il s'inscrit dans une poursuite, une quête, une recherche de l'affirmation d'une autre humanité. Et à partir de ce moment-là, qui joue grec, qui joue classique français, ou anglais, ou allemand, ou bien contemporain, ou moderne, s'il y a encore autre chose, c'est la même chose. Et le théâtre ne fait pas de différence dans ça. Et un théâtre sonore, quand il met des pièces de caractéristiques différentes, un théâtre sonore, quand il permet au public de faire le constat qui le sépare d'une époque et de notre époque. Si on est toujours dans notre époque, on n'est plus nulle part. Ceci dit, on joue nulle part maintenant. Hein, on joue dès qu'il y a une usine désaffectée, on joue dès qu'il y a un truc comme ça. Parce qu'il y a un autre problème au théâtre qui vient important là-dessus, c'est le problème des troupes. C'est le problème des productions. Avant, on produisait parce qu'on avait un projet artistique. Maintenant, on produit quand on a une nécessité économique. Ah, on est dans l'art du numérique. On est dans l'art de... C'est-à-dire que c'est plus une question de vouloir dire quelque chose, c'est une question de pouvoir dire n'importe quoi, si on a l'argent. Alors on demande des subventions, puis après on verra. Hein? Ça, on faut inverser cette tendance, je crois qu'elle est néfaste, mais c'est mon point de vue. Hein. Je vous invite, comme de tout ce que je dis, pas du tout à le partager. Non, vous en faites ce que vous voulez. Ça, c'est important. Maintenant, et peut-être pour finir, et non pas pour finir tout de suite, je disais, il y a un truc important sur les jeux de mots. Par exemple, il y a un mot qui est à proscrire. Si vous l'employez, ne le faites plus. Si vous le voyez, giflez ceux qui l'emploient. Le spectacle vivant. C'est l'exemple de pléonasme. Ah, c'est un pléonasme merveilleux. Hein, en Belgique, on avait une belle histoire, on disait, on ne dit pas un primitif flamand, c'est un pléonasme. Je disais, moi, on ne dit pas la Suisse primitive, c'est un pléonasme. Hein? Non, le spectacle vivant, c'est une erreur. Le spectacle n'est par définition vivant. Hein? On ne va pas rajouter, faire de la redondance là-dessus. Alors, le spectacle vivant. Qu'on dise que c'est un spectacle qui sont faits par des vivants actuels, d'accord, mais ils seront les morts de demain. Soyons optimistes. Il n'y a aucun problème de ce point de vue-là.
on peut aller très très loin là-dedans. Alors maintenant, on va essayer de voir ce qu'il en retourne de tout ça. Ah, au secours! Quoi donc? J'ai vécu un cauchemar, j'étais devenue une femme. Alors là, on n'est plus le doute là. Mais rassurez-vous, cela ne durera certainement pas. Malgré ce repère vestimentaire, je ne parviens pas à retrouver mon identité. Je reste fixé... Je dis bien fixé, à une nouvelle identité, à une nouvelle définition, à un état qui m'était jusqu'ici étranger. Eh bien, nous voilà à présent deux femmes qui conversons pacifiquement, sans verser dans une controverse sexuelle stérile. Nos relations sont, trouve, préservées naturellement, je veux dire, sans qu'il soit besoin d'aucun rempart caoutchouté. Ouais, ironisez tant que vous voudrez, mais je vous en conjure, n'allez pas jusqu'à méconnaître l'inconfortable situation dans laquelle je me vois confiné. Soit. Je vais donc, pour vous être agréable, me revêtir illusoirement d'une carapace masculine. Je vous représente dès maintenant un mec, voire même un macho. Regardez, je bande mes muscles, et quand je dis mes muscles, un singulier devrait suffire. Je vous dispense de grossir le trait, c'est l'arc qui est bandé, non la flèche. Vous avez amplement raison, je vous le concède. Et je vais donc me contraindre à plus de modération. Une certaine bienséance adoucira la rudesse de nos rapports. Mais n'ayez aucune faiblesse féminine. Continuez, je vous en prie, à le voir en moi comme prédateur avide. Remplissez votre rôle de proie si fortement convoité. Je n'en aurai pas de peine tant le langage féminisé s'impose à moi. Je n'en aurai d'ailleurs pas non plus de gêne car je ne crois pas que la structure langagière supporte la réalité fondamentale d'une quelconque guerre des sexes. Sur ce point aussi, je vous donne entièrement raison. Mais est-ce l'homme que je joue qui parle ou la femme qui se joue de vous? Va savoir. Et c'est ici que je découvre le caractère dangereux de la mission ludique que je vous ai proposée. Vous conviendrez que je risque d'y perdre mon authenticité. Je me vois impliquée dans une histoire où je peux m'anéantir corps et âme. Je pense à cette anecdote fort édifiante. À un sénateur de Côte d'Ivoire, il y a environ une quarantaine d'années seulement, on confie un travail d'enquête. Il doit se rendre dans des tribus lointaines pour estimer leurs besoins et leurs demandes alimentaires. Il n'en revient pas. Il a été bouffé précisément par ceux qu'il était chargé de tester. Cette anecdote, je l'espère, n'anticipe pas sur un possible remords que susciterait votre conduite maladroite dans l'art délicat du dragage. D'autant que je compte bien résister à toute tentative de votre part. Croyez bien que je vais rester sur mes gardes et n'accéder en aucun cas à vos sollicitations de mal enchaluré. S'il demeure encore en vous un semblant de retenue, un zeste de convenance, vous vous abstiendrez désormais de formuler plus clairement ce que je ne veux bien entendre que comme perverse allusion ludique. En vous proposant ce jeu de rôle, je n'avais pas encore entrevu, et à plus forte raison estimé que cette position nouvelle pour moi m'entraînerait un tel bouleversement mental et physique à la fois. Cette aventure inédite m'engage sur un terrain bien étrange. Je sens naître comme une pulsion désirante à votre endroit, comme à votre envers d'ailleurs. Je ne peux réfréner cette envie de vous toucher, ce désir de vous convaincre. Et je n'aurai de cesse que lorsque vous céderez à mes insistances amoureuses, à mes instances lubriques. Je décrypte facilement ce discours aussi fumeusement explicite qu'il est nettement intéressé. Dès lors, je ne peux qu'adhérer pour y couper court à la seule solution qui s'impose, la mise à votre disposition de ce corps qu'avec tant de convoitise vous réclamez à baiser, avec l'espoir que cela laissera ainsi votre esprit apaisé. Aussitôt dit, aussitôt fait. Comme on se doit de le dire au théâtre, passage à l'acte suivant. Faisons
faisant par là l'économie de l'amnétique exorcisme, des mots, des mots, des mots. Elle l'entraîne dans l'apprenti du service d'entretien. Bruit. Crapaud, grenouille, oiseau de nuit. Puis, dès que le jour s'affirme, colombe, tourterelle, pigeon. Après un temps suggestif, les lampadaires s'éteignent, et c'est alors que dans l'éclairage blafard du petit matin, ils reviennent. Je te rends grâce de m'avoir, en reprenant ta masculine dignité, redonné ma dignité de femme. Jamais je n'aurais imaginé qu'un tel dénouement viendrait ponctuer, que dis-je, sublimer, une nuit imposée à première vue, inutile et insipide, vide. Oui, il me semble aussi que cette vacuité néfaste dont je me plaignais fait place à une faste plénitude. Parfaite égalité enfin réalisée. Parfaite légalité, toujours à espérer. Mais, signons un pacte tacite, et disons post-faustien, que cette nuit soit unique, qu'elle ne soit pas entachée par la répétition du possible. J'accepte ce contrat et je le signe, avec un codicille. Convenons d'accepter sans pénalité toutes les dérogations que le désir ou l'envie pourrait, si j'ose dire, engendrer. Dans tout humain, il y a du rapport qui s'amet, comme le dit à peu près l'adage de raison. Raison de plus pour que l'on songe à le réveiller des spasmes d'un instant, l'estampe d'une scène amoureuse, en un simple entre-deux. Tout l'art, dans les digressions, est de savoir d'abord les accommoder et d'en user ensuite avec doigté, afin que les lecteurs en fassent tout leur profit. Les lecteurs, mais aussi les auteurs. Les auteurs dont l'embarras dans la matière est d'ordinaire positivement affligeant, se lancent-ils dans une digression? Aussitôt, je le vois d'ici, c'est l'ouvrage entier qui tousse et s'arrête. Donne-t-il l'impulsion au corps principal de l'ouvrage? Alors c'en est fini de la digression. Bref, un travail de goujat. Alors moi, pas fou, comprenez? Je vous ai dès le début réglé cette affaire des rapports entre l'histoire proprement dite et ses à côté, reliant l'essentiel et l'accessoire par un réseau si serré d'intersections digressifs et progressifs, instituant une si belle solidarité entre tous les rouages que la machinerie entière n'a pratiquement jamais cessé de tourner. C'est encore rien, car je vous donne mon billet qu'elle tournera bien ainsi pendant 40 ans, s'il plaît à la source de santé de m'accorder aussi longtemps vie et bonne humeur. Les mots n'existent que pour moi. J'en fais ce que j'en veux. Mais ils me font ce qu'ils veulent.
Je veux bien qu'on applaudisse quand on enseigne chez Béjart, mais c'est une répétition que pour nous. Hein. Donc, vous n'avez pas le droit d'applaudir.